Vous restez avec nous juste une minute pour accueillir Manuel Bompard, qui est notre invité suivant. Est-ce bien nécessaire? Bonsoir, on a la censure au complet comme ça. Voilà, on a j'aimerais bien que vous l'alliance. puissiez échanger au moins un mot. On a les Manuel alliés, Bompard, les alliés. bonsoir. En parlant Je d'alliés. vous laisse. Alors attendez, je vous laisse vous installer. Député NFP, la France Insoumise des Bouches-du-Rhône, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le RN, qui par la voix de Marine Le Pen, a donc confirmé aujourd'hui qu'il votera toutes les motions de censure, peu importe d'où elles viennent, y compris celle du NFP. On va l'écouter. Nous avons toujours dit que ça n'est pas la motion de la gauche. Les motions de censure déposées sont des motions de censure du gouvernement. Il s'agit donc de censurer le gouvernement. Donc d'où que viennent ces motions de censure, s'il y en a une ou plusieurs, nous voterons ces motions de censure et en premier lieu d'ailleurs la nôtre. En retour, vous confirmez, Manuel Bompard, vous n'avez pas changé d'avis, vous ne voterez pas la motion de censure du Rassemblement national. Mais écoutez, notre motion de censure va être signée par 193 députés. C'est la première des motions de censure qui sera examinée mercredi à l'Assemblée nationale. Et en vérité, il n'y aura pas de vote sur la motion de censure du Rassemblement national, puisque la motion de censure que nous avons déposée sera adoptée, tout simplement, et le gouvernement tombera. Donc celle du Rassemblement national ne sera pas examinée par l'Assemblée. Julien Audoul. Une motion de censure, c'est faire tomber le gouvernement. Voilà. C'est pas une alliance de partis. J'ai rien qui me relie de près ou de loin à Monsieur Bompard. Voilà, et je resterai un adversaire farouche de toutes ses politiques et de son idéologie. Pour autant, le choix aujourd'hui qui se présente à nous, c'est de protéger les Français en faisant tomber ce gouvernement. Mais votre motion de censure, comme le dit Manuel Bompard, c'est un coup d'épée dans l'eau, puisque de toute façon, celle du NFP sera votée en premier et donc censurera le gouvernement de fait. Mais l'objectif est de faire tomber ce gouvernement pour épargner 40 milliards d'euros de prélèvements, de taxes, de charges et d'impôts supplémentaires. Vous invitez le RN à voter la censure, vous dites... Mais madame, je n'ai pas besoin de l'inviter à quoi que ce soit. Je pense que le Rassemblement national s'est exprimé sur le sujet. Bon. Monsieur Audoul vient de le refaire à cet instant. Et en l'occurrence, mon problème n'est pas de savoir qui va voter cette motion de censure. Mon problème est de savoir si cette motion de censure va pouvoir être adoptée, tout simplement pour empêcher, puisque là on parle du budget de la sécurité sociale, je le rappelle, oui, qui est un budget de la sécurité sociale qui fera beaucoup de mal aux Français. La question, c'est de savoir si ce budget va passer ou pas. Le Premier ministre a engagé la responsabilité de son gouvernement sur ce budget. À partir de ce moment-là, notre rôle en tant que député, si on est opposé à ce budget, c'est de déposer une motion de censure et de la voter. C'est ce que nous faisons. Je vais vous remercier, Julien Audoul. Merci beaucoup. Je vous laisse quitter le plateau. Manuel Bompard, sauf coup de théâtre, donc on l'a bien compris, le gouvernement chutera autour de votre motion de censure, puisque vous ne voterez pas celle du Rassemblement national, donc autour du NFP qui sera voté par le RN. Est-ce qu'un autre scénario est possible dans ces dernières 48 heures? Est-ce qu'une annonce de Michel Barnier peut encore changer la donne ou son sort est scellé? Moi, je crois que son sort est scellé. Je crois qu'on a assisté déjà depuis plusieurs jours à un spectacle qui était quand même assez pitoyable, d'une négociation de marchand de tapis, alors qu'en vérité, les grandes orientations de ce budget de la sécurité sociale n'ont pas été modifiées en profondeur. Et qu'à partir de ce moment-là, hormis en reniant totalement ses convictions, je ne vois pas comment M. Barnier obtiendrait un autre résultat mercredi soir que celui de la censure. On a entendu la gauche dire que Michel Barnier cédait au Rassemblement national. Mais au bout du compte, quand on regarde la baisse des taxes sur l'électricité, la fin de l'accélération du déremboursement sur les médicaments, tout ça, c'est des bonnes nouvelles pour les Français. Peut-être que les Français ne vont pas comprendre pourquoi vous votez la censure. Mais dans le budget de la sécurité sociale, il y a aussi le report de la revalorisation des pensions de retraite. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les Français. Il y a aussi des baisses de remboursement des consultations médicales. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les Français. Donc, vous pouvez me dire la copie est moins pire que ce qu'elle était initialement. Il n'en demeure pas moins qu'elle reste mauvaise. Et qu'à partir de ce moment-là, notre rôle, à partir du moment où on considère que l'impact de ce budget de la sécurité sociale serait mauvais parce qu'il pèserait sur tout le monde de manière injuste, à partir de ce moment-là, encore une fois, notre rôle, c'est ce qui nous reste. Le dernier outil qui nous reste pour nous opposer à l'adoption de ce budget de la sécurité sociale, c'est de voter la censure. On va évoquer l'après-Barnier dans un instant, mais d'abord, pas de budget. Est-ce que ça ne va pas être pire pour le pouvoir d'achat des Français? Parce que vous l'avez déjà expliqué, ce sera pas le shutdown, il y a une loi spéciale qui sera passée, il y a le budget 2024 qui sera
reconduit. Mais il y aura des effets et ce ne sera pas indolore pour les Français. 380 000 foyers qui vont voir leur impôt, qui vont entrer dans l'impôt. 17 millions de Français, je vous fais le détail, après vous me répondez. 17 millions de Français qui vont voir leur impôt augmenter. Les taux d'emprunt qui vont augmenter, donc ça veut dire qu'on va payer plus cher le remboursement de la dette. Donc ça, ce sont les contribuables français qui vont payer aussi parce qu'il risque d'y avoir une panique sur les marchés. Les agriculteurs qui disent, voilà, toutes les mesures qui avaient été prises par le précédent gouvernement, il y en a les 2/3 en fait qui vont être mises en stand-by. On attendait des prêts là au 15 décembre, il n'y a rien qui va se passer. La Confédération des petites et moyennes entreprises qui dit ça va être une catastrophe parce que nous, sans budget, on ne peut plus embaucher, on peut plus rien faire, on ne peut plus investir. Est-ce que vous ne prenez quand même pas le risque de plonger la France dans une situation extrêmement compliquée d'un point de vue financier avec un impact pour les ménages et les entreprises? Alors, je vais répondre à vos questions, si vous voulez bien, point par point. Premièrement, vous dites si ce budget de la sécurité sociale, je vous rappelle qu'on est en train de parler du budget de la sécurité sociale. Hein. La question des impôts, des tranches d'impôts, c'est le budget de l'État. Hein. Ça va mal se passer aussi. Ah, très bien. Mais je vous dis s'il n'y a pas de budget. Excusez-moi d'être un peu précis. Là, en l'occurrence, on parle du budget de la sécurité sociale. Parce que le fait est, juste pour faire une petite parenthèse, c'est que là, concrètement, si le gouvernement Barnier chute sur le budget de la sécurité sociale, ce serait quand même très étonnant qu'on réussisse à voter le budget de l'État avant la fin décembre. C'est pour ça que je me permets d'anticiper. J'essaie juste d'être précis dans ma réponse. Mais allez, si vous voulez, prenons le principe qu'il n'y aura ni budget de la sécurité sociale, ni de budget voté. Ce qui est le plus probable. Qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, je rappelle quand même, parce que tout le monde a l'air de considérer qu'automatiquement, on va renouveler le budget de l'année précédente. Il y a quand même une autre hypothèse possible, c'est qu'il y a un nouveau gouvernement qui soit mis en place, et que ce nouveau gouvernement, d'ici au 31 décembre, soumette à l'Assemblée nationale et au Sénat une autre copie budgétaire et qu'elle puisse être adoptée. C'est une première possibilité. Vous y croyez à cette possibilité? Je vois bien que plus on avance, plus les délais vont être courts, mais ça, je crois quand même que ceux qui en portent la responsabilité, c'est ceux qui se sont succédés sur ce plateau avant moi. Parce que en ce qui me concerne, je n'ai pas attendu le 5 ou le 6 décembre, je ne sais plus quelle journée exactement, pour censurer ce gouvernement. J'ai dit dès le début que le 3, là, le 3, ça sera le 5, ça sera le 4, ça sera le 4. Projette déjà dans ça sera le 4. Mais bref, répondons aux questions que vous avez posées. Bon, imaginons que c'est le budget de l'année précédente qui va être reconduit. D'abord, ça aura un impact positif sur le pouvoir d'achat des Français. Parce que, par exemple, le report de la revalorisation des pensions de retraite, contrairement d'ailleurs à ce que j'ai entendu tout à l'heure sur ce plateau, il est inscrit dans la loi de manière automatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un nouveau budget de la sécurité sociale pour que les retraites soient revalorisées au niveau de l'inflation au 1er janvier. Donc, le budget de la sécurité sociale de M. Barnier, il se traduit par un impact négatif sur les pensions de retraite. Si vous faites tomber le gouvernement, ça aura un effet positif sur les pensions de retraite. En ce qui concerne la question de l'impôt sur le revenu, vous dites, en gros, dans le budget, il était prévu d'indexer sur l'inflation les tranches, le barème, de telle sorte à ce que ça n'ait pas d'impact. Mais madame, les déclarations d'impôts, elles ont lieu au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin. Il est tout à fait possible pour un gouvernement qui serait mis en place de faire ce qu'on appelle un projet de loi de finances rectificatif en janvier ou en février et de réindexer le barème de l'impôt sur le revenu. Donc c'est mensonger de faire croire que faire tomber ce budget se traduira automatiquement par le fait que plusieurs centaines de millions de Français vont voir leur impôt sur le revenu augmenter. Ce n'est pas vrai. Quant à la question, pardon, je termine. Alors allons-y, parce qu'il y a les agriculteurs et les entreprises. La question de l'agriculteur, ça me fait, pardonnez-moi, assez sourire. Parce qu'en l'occurrence, le budget de M. Barnier propose une baisse du budget de l'agriculture de 8%, c'est-à-dire 600 millions d'euros en moins. Donc faire tomber le budget, c'est maintenir le budget de l'année précédente, qui est mieux disant le budget du ministère de l'Agriculture. Et ensuite, il y a un certain nombre de dispositions... Et c'est Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, qui dit que ça va être catastrophique. Excusez-moi, mais ce que dit M. Rousseau sur ce sujet n'est pas vrai. Et en l'occurrence, s'il y a dans ce budget des mesures positives, elles peuvent tout à fait être prises par voie réglementaire. Et le dernier point que vous avez évoqué, c'est la possibilité d'avoir une instabilité sur les marchés, sur les taux d'intérêt. C'est un communiqué de la Confédération des petites et moyennes entreprises cet après-midi. J'ai entendu depuis qui vous alerte, qui vous met en garde là-dessus. J'ai entendu depuis plusieurs jours, oh là là, on emprunte au taux de la Grèce, c'est la catastrophe, etc. Vous savez à combien on emprunte la Grèce en ce moment ? Pas très cher. 3%. Vous savez que 3%, c'est-à-dire les taux d'intérêt pour la France aujourd'hui, vous savez qu'ils sont plus bas que les taux d'intérêt pour la France. Mais l'écart n'a jamais été aussi grand avec l'Allemagne. Est-ce que vous êtes au courant que le taux d'intérêt pour la France aujourd'hui, malgré tout ce qu'on est en train de dire, sont plus faibles que les taux d'intérêt pour la France l'année dernière? Reconnaissez que l'écart... Je ne vous dis pas merci Macron, je vous dis ne faites pas croire aux gens que ça va être le blackout budgétaire, la spéculation sur le taux de change, c'est juste inexact.
reconnaissez, Monsieur Bompard, que l'écart, ce qu'on appelle le spread entre les taux d'intérêt français et allemands, lui, s'écarte sérieusement. Or, nos entreprises, nos PME, elles sont souvent en concurrence sur les marchés avec des entreprises et des PME allemandes qui vont avoir un triple avantage de compétitivité, une main-d'œuvre moins chère, un coût du travail moins élevé, des taux d'intérêt plus faciles, et puis souvent des performances et de la compétitivité supérieure. C'est très intéressant ce que vous dites. Vous savez, quand on a eu le débat au mois de septembre sur quel était le gouvernement, et que nous avons proposé un gouvernement du nouveau Front populaire avec Madame Castet à l'époque, et j'ai entendu si vous nommez ça, il y a des prévisions économiques qui disent que le spread, ce que vous êtes en train de parler, va passer à 80. Vous savez à combien il est aujourd'hui? En plus. Il est à 88. Oui. Donc je trouve ça quand même assez marrant. C'est-à-dire qu'au mois de septembre, on nous a dit surtout pas le gouvernement du nouveau Front populaire, ça va être la catastrophe. Ça n'a pas été le gouvernement du nouveau Front populaire, la situation elle est pire. Est-ce que je peux ajouter une deuxième chose? C'est pas ma responsabilité à moi. C'est la responsabilité du gouvernement de M. Barnier. Vous nous avez expliqué comment on pouvait éviter... depuis 15 jours. Vous nous avez expliqué... Non, depuis plusieurs mois. Les 88, c'est les 2 dernières semaines. Peut-être que si on avait nommé le gouvernement du nouveau Front populaire à l'époque, on n'aurait pas eu cette difficulté. Mais moi, je suis pas responsable des choix. C'est l'instabilité née des motions de censure déposées pour renverser le gouvernement Barnier. C'est pour ça que c'est monté à 88. C'est l'instabilité née du choix du président de la République de nommer M. Barnier qui nous a mis dans cette situation. À l'autre bout du spectre social, vous avez expliqué comment les plus pauvres, on pouvait les protéger. Mais à l'autre bout, les riches vous disent merci. L'impôt spécial sur les hauts revenus, oublié. La surtaxe sur l'impôt sur les sociétés, oublié. Les allègements de charges pour les patrons ou les gros patrons, oublié. Donc finalement, vous rendez service. Parce que si le prochain Premier ministre reproduit tout le budget de Barnier, vous allez devoir le censurer aussi. Vous nous dites, on peut très bien rétablir ce qui était dans... Attendez, Monsieur Barbier, excusez-moi. On peut tout à fait, dans un prochain budget, ne pas mettre les mesures qui impactent le pouvoir d'achat des Français et mettre les mesures qui mettent davantage à contribution les plus riches et les multinationales. Vous savez, c'est possible. Hein. Oui, on n'est pas obligé de prendre juste le budget de Barnier ou rien d'autre. On peut aussi faire un budget dans lequel on enlève la baisse de l'électricité, on enlève le report de la revalorisation des pensions de retraite et on met des mesures qui pèsent sur les plus riches. On va évoquer l'après, mais je me permets juste de vous interrompre parce qu'on a notre reporter qui nous attend. Léopold Debert, vous êtes à Riyad, en Arabie Saoudite, où vous suivez le déplacement d'Emmanuel Macron, qui suit forcément cette séquence de près. Il est, de ce que l'on nous dit, il a testé ces derniers jours des noms de potentiels successeurs à Michel Barnier. Oui, et ça, bien avant le fait qu'on sache officiellement que ce 49.3 soit déposé, c'était donc dans l'après-midi à l'Assemblée nationale, parce que dès la semaine dernière, c'est ce qu'on apprend ce soir et qui est intéressant, Emmanuel Macron, il a reçu dans son bureau des proches, des personnes qui sont plus ou moins influentes, également des coups de téléphone qui ont été passés, et il a testé des noms, c'est-à-dire qu'il a soumis l'hypothèse de telle ou telle personne pour voir quelles étaient les réactions derrière. Autre information, il a aussi testé ces mêmes interlocuteurs sur le timing. Quel timing adopter pour que lui, potentiellement, réagisse? Est-ce qu'il doit réagir rapidement? Est-ce qu'il doit nommer quelqu'un également rapidement? Tout ça a été sondé, en quelque sorte. Et puis enfin, Perrine, autre information qui nous remonte de la part de plusieurs proches du chef de l'État ce soir, c'est le fait que Emmanuel Macron, il n'aurait clairement pas en tête, en tout cas au moment où on se parle, l'hypothèse d'une nomination à Matignon d'une personnalité de gauche. Il y a une personne, il y a encore quelques minutes, qui me disait, s'il nomme quelqu'un à gauche, il sait très bien qu'il va perdre sur sa droite, et ça, a priori, il en a conscience, Emmanuel Macron, notamment du côté des Républicains. Et puis une autre personne me disait, même l'hypothèse Bernard Cazeneuve, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé de Bernard Cazeneuve, eh bien ça ne tiendrait potentiellement pas la corde, ça aurait pu marcher éventuellement, me dit-on, en septembre, mais là c'est trop tard maintenant, les choses sont trop cristallisées, voilà pour les quelques informations qu'on peut vous rapporter au moment où on se parle, Perrine, alors qu'ici le président poursuit son déplacement en Arabie Saoudite. Et il va arriver, il va revenir en France, si je ne me trompe pas, mercredi soir, donc pile au moment de la censure du gouvernement Barnier. Merci beaucoup Léopold Debert. Bruno Jeudi, vous avez des informations sur les noms qui sont testés par Emmanuel Macron? Non, effectivement, l'Élysée commence un peu à plancher sur une possibilité d'un successeur à Michel Barnier, puisque la censure se dessine, et c'est vrai que le président a commencé un peu à tester des noms. Alors on va éliminer l'hypothèse NFP, l'hypothèse Cazeneuve me paraît assez complexe aujourd'hui, puisque de toute façon elle ne serait pas
accepter. Enfin, on peut redemander à Monsieur Bompard. Je vous confirme. Si Bernard Cazeneuve est une possibilité acceptable. Moi, pour. Je suis pas de langue de bois. Bompard. Je vous confirme que ce n'est pas acceptable. Voilà. Et c'est vrai que là, sur les images, on voit les noms, on voit les visages de Sébastien Lecornu et François Bayrou, qui sont deux possibilités effectivement que le président peut avoir en tête, sachant quand même que Sébastien Lecornu fait partie du gouvernement Barnier. Donc bon, en revanche, l'hypothèse de François Bayrou est un nom qui tourne depuis quelques jours. Alors la question, c'est toujours savoir si c'est lui qui l'a fait tourner ou si c'est une possibilité une possibilité réelle. Il a mauvais esprit, Bruno Jeudi. Non, j'essaie toujours de mettre toutes les. Mais c'est vrai que François Bayrou, candidat centriste, moi, à mon avis, la difficulté pour François Bayrou, c'est quand même plutôt sa relation avec les LR. Caroline Barjon nous a rejoint. Vous êtes Barol, pardonnez-moi. Carole, qu'est-ce que je fais? Barol, Barjon, c'est pas mal. Non, mais excusez-moi, il est 23h41, voilà, ça y est, c'est la fatigue. Vous êtes éditorialiste politique à la revue Politique et Parlementaire. François Bayrou pourrait-il être l'homme de la situation? On va poser la question à Manuel Bompard dans un instant. Je crois connaître la réponse, mais je vous la pose d'abord. Moi, il me semble que dans la difficulté actuelle, parce que de toute façon, comme vous l'avez tous dit, c'est compliqué. Premier ministre de gauche serait censuré. Sébastien Lecornu, Bruno Jeudi vient de le dire, il est dans le gouvernement Barnier, donc c'est compliqué. Et au fond, François Bayrou, qui en rêve depuis extrêmement longtemps, c'est vrai que son heure pourrait être venue, pas seulement parce qu'il est centriste et qu'il est éventuellement compatible, alors il est compatible bien sûr, il est dans la majorité, un allié d'Emmanuel Macron, mais parce qu'il a eu des mots assez sympathiques ces derniers jours pour Marine Le Pen, quand la décision de justice, le réquisitoire... vous dites qu'il serait compatible avec le RN? Je dis simplement qu'il a eu des mots plutôt compréhensifs. Gérald Darmanin aussi. À l'égard, oui, c'est vrai, mais il y a ça. Et puis, une deuxième raison, c'est qu'il est pour la proportionnelle depuis très longtemps. Et on sait que Marine Le Pen la réclame. Donc, ce serait plausible. Ce serait plausible. Maintenant... Oui. Bon, Manuel Bompard, est-ce que je vous la pose, la question de François Bayrou? Ça sert à rien. Non, mais moi, je vais pas jouer à qui est-ce, si vous voulez, pour chercher les contraintes. Non, mais c'est pas qui est-ce. Mais vous savez qu'il y a un véritable sujet là-dessus. Non, je vais vous répondre avec moins de pudeur de gazelle que l'intervenant qui était sur le plateau de télé avant moi. Moi, je pense qu'en vérité, si on dit les choses franchement, la chute du gouvernement Barnier, elle pose la question de la responsabilité politique de la situation de blocage que l'on connaît depuis maintenant plusieurs mois. Donc vous voulez la démission du président de la République? Je dis franchement, je pense que pour débloquer la situation, effectivement, je pense que c'est le départ du président de la République qui permet de débloquer cette situation. Ouais, mais vous ne pouvez pas le pousser au départ. J'ai le droit de défendre le point de vue qui est le mien. Mais tant qu'il ne démissionne pas, va bien falloir trouver un gouvernement. C'est pas tout à fait vrai. Vous savez, il y a une procédure qui s'appelle la procédure de destitution du président de la République que nous avons engagée avec mes collègues de la France Insoumise depuis maintenant plusieurs mois. À l'époque, la destitution n'a pas pu être débattue à l'Assemblée nationale parce que Mme Le Pen s'y est opposée, le Rassemblement national s'y est opposé. Je pense que c'est ce sujet qui va monter en puissance. Et j'observe d'ailleurs que la semaine dernière, M. Copé, qui n'est pas de ma famille politique, a dit la même chose que moi. Il n'a pas appelé à une destitution, il a appelé à une démission. À la démission du oui, mais pas président une destitution, c'est pas la même chose. Je suis d'accord, mais au départ du président de la République. M. De Courson, qui n'est pas de la même famille politique que moi, a dit la même chose. Et j'ai vu tout à l'heure, je vous parle de la démission, pas de problème, la démission. Sur la démission, et j'observe tout à l'heure que M. Hervé Morin, qui est président de la région Normandie, dont une députée d'ailleurs siège dans le groupe Horizon à l'Assemblée nationale, a lui aussi dit que la solution devait être le départ du président de la République par sa démission. Donc j'observe que cette revendication, elle gagne même maintenant les rangs macronistes. Donc je pense, et vous l'avez cité tout à l'heure, il y avait un sondage qui disait, je crois que 65% des Français disaient qu'en cas de chute du gouvernement Barnier, c'est la question du départ du président de la République qui devrait se poser. Et moi, c'est effectivement ce que je défends. Sauf que connaissant la personnalité d'Emmanuel Macron, Yves Tréhard, est-ce que ce scénario est possible? Alors, la personnalité de M. Macron, effectivement, est complètement étrangère à ça. Il n'y a pas de démission, ça serait une humiliation terrible. Déjà là,
Il a passé son temps avec Michel Barnier à veiller à ce que son héritage, notamment économique, ne soit pas détricoté. Je vous rappelle quand même que c'est la réforme des retraites, c'est une petite réforme du Code du travail, c'est certaines mesures fiscales qui sont importantes, et il a veillé à ça. Le seul problème, c'est que je ne sais pas s'il va avoir le choix. Parce que s'il n'arrive pas à nommer un Premier ministre qui ne soit pas immédiatement censuré, je ne vois pas comment on pourra éviter cette solution. Et je crois que un gouvernement technique. Mais ça peut être la solution. Ça n'existe pas. Ouais. Pas dans un pays comme la France. Ça n'existe pas un gouvernement technique. D'ailleurs, je défie à quiconque de trouver un nom. Peut-être M. Villeroy de Gallo, le patron de la banque de la Banque centrale. Je doute qu'il aille sur ce terrain-là. Donc ça sera compliqué. Je suis d'accord avec Bruno, François Bayrou et Carole. François Bayrou, mais François Bayrou, il se fait censurer immédiatement par Est-ce qu'il pourrait trouver des alliés? Est-ce qu'il pourrait avoir le gauche. soutien du Rassemblement national? Bien sûr que non. Alors là, certainement pas. Vous disiez tout à l'heure qu'il avait fait quelques... Non. La question, et ça je suis d'accord avec signer la pétition sur Macron-destitution.fr. Non, mais moi c'est pas pour des raisons militantes. C'est que je ne vois pas comment on pourra s'en sortir sans je pense que le débat va monter. Il va monter très fort, très puissamment, et ça va déteindre sur la plupart des groupes politiques. Alors, je vais poser dans un instant, j'aimerais, Manuel Bompard, que vous réagissiez à la question de Soufiane, mais avant, juste Christophe Barbier. Sur ce scénario-là, un scénario d'une démission d'Emmanuel Macron, ou deux scénarios que vous privilégiez, si je comprends bien, celui de la destitution. Non, l'un ou l'autre me convient, oui, madame. L'important, c'est la finalité. On a Pour compris. la destitution, je ne vois possible? pas la base juridique. Elle est tellement encadrée de manière précise qu'à mon avis, ça n'a aucune chance d'aboutir, à moins que Macron ne commette des actes qui relèvent quasiment de la haute trahison. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Sur la démission, imaginons que Emmanuel Macron, le 7 décembre, parlons là, dans quelques jours, en inaugurant Notre-Dame, soit touché par la grâce et il démissionne. Que se passe-t-il? 40 jours, nous allons donc élire un nouveau président de la République le 17 janvier. Vous croyez qu'il est sérieux d'avoir une campagne pendant les fêtes où les partis et les candidats n'ont que 40 jours pour présenter un programme crédible et financé aux électeurs? Ça va être évidemment la foire à la démagogie. Tout le monde va promettre n'importe quoi, plus beau que l'autre, plus gratuit que l'autre, pour avoir des voix. Pendant ce temps-là, il faudra trouver les 500 signatures. Certains vont avoir du mal. Évidemment, ça empêche toute solution de primaire ou d'organisation des camps de se faire. Donc il y aura, Attal, Édouard Philippe, Wauquiez et peut-être Bayrou candidat. Et puis il y aura peut-être le PS qui va essayer de lancer quelqu'un. Certains dans les petits partis de gauche comme les communistes auront du mal à avoir les 500 signatures. Et il y aura donc Mélenchon-Le Pen au deuxième tour de la présidentielle. Tous les deux très heureux parce que Mélenchon est quand même un tout petit peu rattrapé par son âge. Il est aussi vieux que Barnier et il est aussi en forme. Donc c'est pas vraiment un obstacle. Mais surtout, il voit bien que la gauche social-démocrate s'organise tout doucement. Cazeneuve, Glucksmann, le retour de Hollande. Faut leur couper l'herbe sous le pied. C'est l'idéal d'une présidentielle anticipée. Et Marine Le Pen, il y a les juges. Alors attendez, Mélenchon-Le Pen. Donc c'est Le Pen élu. Le calendrier ne marche pas. Le calendrier, les problèmes de calendrier. Je vous rappelle quand même que la dissolution a eu lieu fin juillet. Et qu'on a voté au mois de juillet. Mais c'est pas sérieux. Alors, attendez, c'est pas sérieux de faire une présidentielle et de dire aux Français, attendez, pour 5 ans, vous engagez le pays, sans qu'ils aient même le temps, les Français, entre la bûche et la dinde. Mais il y a un autre scénario. Attendez tous, juste une question, et après je vous laisse la parole, Roselyne, promis. Parce que j'aimerais quand même qu'on réagisse à ce que dit Soufiane avant de se projeter sur une éventuelle présidentielle et un éventuel deuxième tour. Exactement. Soufiane qui pose cette question. Monsieur Bompard, quel est l'avenir du NFP? Est-ce qu'il y a encore une union de la gauche? Et forcément, j'imagine que beaucoup des électeurs doivent s'interroger ces derniers jours parce qu'il y a une espèce de cacophonie entre le PS et les Insoumis, quand on a Boris Vallaud et Olivier Faure qui se disent, eux, favorables à un gouvernement de gauche qui passerait par un pacte de non-censure avec les groupes politiques hors Rassemblement national. Jean-Luc Mélenchon a déjà dit niette. Il dit si c'est ça, ça reviendrait en fait à faire une alliance, un socle commun hors NFP. Dans ce cas-là, ce serait la rupture. Est-ce que vous parlez encore d'une seule et même voix? Moi, je pense que, en tout cas, l'union de la gauche, puisque c'est le terme qui a été employé, ça s'appelle, dans la dernière élection législative, le nouveau Front populaire. Et le nouveau Front populaire, ce sont des députés qui ont été élus sur la base d'un programme. Et nous restons fidèles à cet objectif et à ce programme. Maintenant, j'observe, comme vous, qu'il y a eu un certain nombre de prises de position, y compris de certaines figures du Parti socialiste, qui cherchent à s'en émanciper. Et je le regrette. Maintenant, vous me posez la question de savoir si, en cas de nouvelle élection, par exemple d'élection présidentielle anticipée, il peut y avoir du rassemblement.
je vous renvoie à ce que nous avons proposé par la voix de Jean-Luc Mélenchon vendredi soir. C'est l'idée de dire que s'il y a une élection présidentielle anticipée, nous proposerons une candidature commune à tous ceux qui veulent avoir un candidat commun à l'élection présidentielle sur un programme qui est un programme de rupture. Sur le programme des Insoumis. Le programme qu'on a c'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais c'est un programme qu'on a défendu ensemble. Jean-Luc Mélenchon, il dit pas le programme LFI. Il dit voilà qu'il a proposé une candidature commune sur la base du programme LFI. Et Olivier Faure lui a répondu ce week-end. Olivier Faure lui a répondu ce week-end. Il lui a dit, Monsieur Jean-Luc Mélenchon, faites preuve un peu d'humilité. Oui, je ne vois pas très bien au nom de quoi Jean-Luc Mélenchon serait le candidat naturel, ni même pourquoi son programme serait celui parce qui qu'il a fait s'imposerait 22% il y a 2 ans, alors que la candidate soutenue par Olivier Faure a fait 1,75. Je sais pas, je propose juste après, le PS vous répond qu'ils ont remporté. Le PS vous répond qu'ils étaient en tête des élections européennes et que Glucksmann était devant. Mais Raphaël Glucksmann n'est pas membre du Parti Socialiste. Non, mais c'est avec le soutien du Parti Socialiste. Bon, écoutez, si vous me posez la question de savoir pourquoi je considère que c'est le programme qui est un programme de rupture et une candidature qui est une candidature qui, de mon point de vue, si ça doit avoir lieu dans les prochaines semaines, doit être celle de Jean-Luc Mélenchon. J'ai déjà répondu pourquoi. C'est parce que je pense qu'aujourd'hui, il est le mieux placé à gauche pour porter nos couleurs. Mais je souhaite que ça puisse être effectivement une candidature commune pour répondre à la question qui a été posée. Sur la base du programme LFI. Il y a un autre scénario, c'est-à-dire que effectivement, on reconduit là au 31 décembre le système des 12e provisoires, quinquas. Il y a une chose qui m'étonne, c'est que depuis le début de notre discussion, on situe la dissolution au 7 juillet. Pas du tout. La dissolution, le décret de dissolution est le 9 juin. Oui, mais le texte de la Constitution, c'est qu'il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit les législatives. Et donc on prend en compte le jour du vote, d'après les constitutionnalistes. C'est un mois de... Voilà. Là, il y a un débat. Il y a un débat sur la possibilité de la dissolution. Il y a un débat technique là-dessus. Un an après, il y a un débat technique. S'il y a une dissolution le 7 ou le 8 juillet, ça fait voter. Et on va les Français mi-août. On va qu'à un cas. On constate que effectivement c'est le désordre à l'Assemblée nationale et il y a dissolution avant même d'envisager un scénario de renoncement du. Non mais je dis pas que c'est une solution que je préconise. J'ouvre un débat technique constitutionnel. Et je respecte votre point de vue, mais je veux juste dire, parce que je vous ai entendu tout à l'heure, et puis même dans le plateau précédent, faire croire en quelque sorte que si nous appelions à l'élection d'une présidentielle anticipée, c'était pour des raisons qui étaient des raisons partidaires ou tactiques. Mais c'est précisément... Mais non, pas du tout. C'est précisément parce que nous pensons, et j'observe que 65% je crois des Français pensent la même chose que nous, que c'est la seule manière de sortir le pays de la situation de blocage politique. Pour rendre la parole aux Français, leur permettre de trancher clairement entre les organisations politiques. Pardonnez-moi, mais avec mais ce n'est pas vrai, ça. Excusez-moi, mais c'est la question que Rémi... Un président nouvellement élu... Non, il peut pas dissoudre. Attendez. Un président nouvellement élu... On aura forcément une majorité. Non, il a la possibilité de procéder par référendum pour modifier la Constitution et par exemple modifier le mode de scrutin et convoquer ensuite immédiatement de nouvelles élections législatives qui permettent de mettre en place une nouvelle assemblée. Ce n'est pas vrai de dire qu'un président... organiser un référendum ça prendrait combien de temps On doit organiser une élection présidentielle dans un délai pas de 40 jours mais compris entre 20 et 35 jours selon la Constitution. Et on a été capable d'organiser des élections législatives dans un délai inférieur à un mois. Donc je pense qu'on est capable... Le problème, de toute manière, je suis persuadé qu'un nouveau président de la République arrive à obtenir et à former une nouvelle majorité. Mais attendez, juste un éclairage quand même sur ce qui vient d'être dit. Sur le calendrier, concrètement, ça prendrait combien de temps ça, une présidentielle, après un référendum pour changer la Constitution, après des élections législatives? Entre 20 et 35 jours pour la présidentielle. Rappelez-vous quand Pompidou est mort ou quand De Gaulle a démissionné. Ça va très vite. Donc ça pose un problème technique aux candidats, c'est le financement et les 500 signatures. Et puis ça pose un problème politique aux Français. C'est comment, en 35 jours, s'imprégner des programmes pour changer le destin de la France. La Constitution, monsieur Barnier, c'est pas nous qui l'avons écrit. Quand c'est accidentel, une mort ou un référendum... Je vais vous dire, je vais vous donner un peu le point. Parce que peut-être que vous avez observé, mais moi, la semaine dernière, j'ai écrit un courrier à M. Retailleau, ministre de l'Intérieur, pour lui demander précisément de détailler quelles seraient les modalités d'une élection présidentielle anticipée, de l'expliquer aux formations politiques. Ce serait quand même normal qu'on ait les informations sur ce sujet. C'est compliqué. M. Retailleau m'a pas répondu encore. Je profite de ce micro pour le relancer. Les comptes de campagne, vous partez un an avant. Donc s'il y a une présidentielle anticipée, vous devez remonter le temps. Mais non, si le plus probable, les comptes de campagne s'ouvriront au moment attendez, ça va durer un bon mois de patinage
non artistique d'ailleurs, pendant lequel on ne va pas réussir à avoir constitué de gouvernement ni à trouver un Premier ministre. Non, les ministres et démissionnaires vont continuer. Voilà, ils vont continuer. Et c'est à la rentrée du mois de janvier que là, la tension va monter et la pression va monter sur le président de la République. Et c'est là que ça va se jouer. Ça va se jouer au cours du premier trimestre 2025. Et là, le président de la République, peut-être, pourrait être très inquiété. Mais le scénario d'un référendum pour changer la Constitution, pour après faire des élections législatives... On n'a absolument pas besoin de ça, pas du tout. Non. On n'a pas besoin de ça. Attendez. Parce qu'on soit clair, parce que là, la règle, normalement, c'est pas d'élections législatives avant l'été prochain. Il peut y avoir au mois de mars un nouveau président de la République. Et puis, si on n'arrive pas, parce qu'il y a encore, je le maintiens, des constitutionnalistes qui disent qu'il y a un trou de souris qui permettent peut-être de faire des élections législatives avant d'attendre un an, s'il y a un nouveau président de la République. Ce qu'a dit Monsieur Trump. C'est Benjamin Morel notamment. Il y a un débat. C'est pas très clair. Et sinon, on attendra le mois de juillet. Mais alors, scénario, on va faire de la politique fiction, élections législatives. Mais s'il y a des élections législatives dans quelques mois, pourquoi ça changerait le rapport de force? Il y a très probablement, on va se retrouver... Si on fait la proportionnelle, vous seriez preneur? On fait la proportionnelle, on dissout en juillet, on fait des élections. Nous, on a toujours été favorable à la proportionnelle, mais manifestement, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat sur ce sujet. Mais pour une fois, j'allais vous dire que j'étais 100% d'accord avec la question que vous venez de poser, parce que je pense effectivement qu'une nouvelle élection législative dans un an ne règle pas le problème de la situation de blocage politique. Et c'est la raison pour laquelle, pas pour des raisons d'intérêt, c'est la raison pour laquelle je pense que c'est la question de l'élection présidentielle qui peut permettre de rendre le pouvoir aux souverains. Dans notre démocratie, le souverain, c'est le peuple, et trancher la question des orientations politiques. Alors, attendez, je vous laisse la parole à tous les deux dans un instant, mais la question de Rémi. Monsieur Bompard, vous avez des alliés d'extrême droite pour casser le budget, mais quels alliés aurez-vous pour en construire un autre? Je pense qu'on a fait... Alors d'abord, ce ne sont pas mes alliés. Je dépose une motion de censure. Je dépose une motion de censure et ils décident de la voter. C'est une addition. Si vous voulez. Mais en l'occurrence, dans le débat budgétaire à l'Assemblée nationale, nous avons fait voter des amendements. Et ces amendements, ils ont été votés par une majorité des députés à l'Assemblée nationale. Donc c'est bien la preuve. Ouais, mais enfin, le texte final a été rejeté. C'est vrai. Pourquoi? Parce que le Rassemblement national, à l'époque, s'est allié avec M. Barnier et les macronistes pour empêcher notre budget de pouvoir voir le jour. Vous l'avez dit vous-même, le RN, ce ne sera pas vos alliés. Donc pour construire un autre budget, le RN ne sera pas votre allié. Encore une fois, au risque d'être un petit peu redondant, c'est bien parce que j'ai assez de lucidité sur cette situation et sur le fait qu'on a aujourd'hui 3 blocs à l'Assemblée nationale et que c'est manifestement impossible d'obtenir quelque chose de stable. C'est précisément pour cette raison que je vous dis que de mon point de vue, pour débloquer l'instabilité, il faut le départ du président de la République. Carole. Oui, mais ça dépend à quel moment. Parce que, en fait, compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, le meilleur moment pour une nouvelle élection présidentielle, c'est peut-être au mois de mai ou juin, de manière à ce qu'il y ait des élections législatives qui puissent suivre. Ça n'est pas forcément... Non, c'est pas le point de vue que j'ai exprimé. Même si Yves Tréhard a raison de dire que c'est en janvier que la pression va s'accentuer sur Emmanuel Macron, c'est pas forcément le meilleur moment sur le plan institutionnel et favorable à une éventuelle recomposition. Mais c'est votre point de vue, mais moi je trouve que le débat avance... Mon point de vue. Mais je le respecte. Mais je trouve que le débat avance positivement. Quand en septembre nous avons posé la question de la destitution du président de la République, on nous a dit vous êtes fous, etc. Maintenant vous me dites peut-être, mais au mois de mai. Donc je trouve ça bien. Bientôt vous serez peut-être d'accord avec moi sur l'idée que c'est la situation de déblocage, la seule en fait qui reste aujourd'hui pour débloquer la situation dans laquelle on est. Est-ce que vous craignez, comme d'autres élus de LFI qui m'en ont parlé, qu'éventuellement Emmanuel Macron utilise l'article 16 et qu'éventuellement il profite des nominations en février au Conseil constitutionnel pour essayer de faire des changements de constitution qui lui seraient favorables? Je sais que circule dans certaines réunions entre journalistes, militants politiques, l'hypothèse qu'effectivement le président de la République utilise les nominations qui vont venir au Conseil constitutionnel à la fin du mois de février. Il y en a 3. Oui, mais il n'y en a qu'une de lui. Il y en a une de lui, une de la présidente de l'Assemblée nationale et une présidente du Sénat. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je sais que cette hypothèse circule pour en quelque sorte interpréter l'article de la Constitution qui précise normalement que le président de la République ne peut faire que 2 mandats, en cherchant à obtenir une interprétation consistant à dire qu'un mandat n'étant pas terminé, il ne compterait pas comme un mandat complet. Je crois que vous parlez et vous faites écho. Vous faites référence aux mêmes échos que moi. Donc je ne sais pas si je le crains ou pas, mais j'ai entendu la même chose que vous. J'ai entendu la même chose que vous, que ce bruit circulait.
Bon, je ne sais pas si le président de la République est prêt à s'aventurer dans cette voie. Au vu de son code de popularité, je pense que ça risque d'être un peu difficile pour lui. Alors, avant de parler d'une éventuelle présidentielle anticipée, Roselyne, j'ai une question de Michael pour vous. Est-ce que le fait d'avoir un poste de Premier ministre éjectable entraîne une fuite des meilleurs profils pour le prochain gouvernement? Qui a envie de se risquer à aller à Matignon? Il est certain que c'est un coup pourri. Mais la question de notre téléspectateur pose plus globalement la question de l'attractivité des mandats politiques, des fonctions politiques. Et c'est vrai, beaucoup s'étonnent d'avoir des députés moins connus, moins ancrés dans les territoires. Il y a aussi l'effet du non-cumul des mandats. Et puis le fait qu'un certain nombre de gens sont très très réticents à accepter une fonction politique qui est source d'injures sur les réseaux sociaux, de mise en cause des familles et une sorte d'incapacité à exercer ses fonctions. Ça, on le sent très bien. Il y a des vrais problèmes de recrutement dans les partis politiques. C'est vrai. Roselyne va y retourner d'ailleurs. Ah oui, c'est ça. Oui, vous êtes candidate, Roselyne? Si Emmanuel Macron vous appelle, qu'est-ce que vous lui répondez? Mon père disait qu'aucune fois ça va, 2 fois c'est de sa faute. Donc c'est un non. C'est un non. Vous ne saisissez pas la main d'Emmanuel Macron si jamais vous appelle. Bon, très bien. Moi, je veux rassurer Madame Bachelot en lui disant que si nous devions être nommés vous me à constituer un gouvernement, nous n'aurions pas de problème à avoir un gouvernement et à avoir suffisamment de gens qui sont volontaires pour le constituer. Ah non, c'était pas par rapport à vous. Ah moi j'ai cru aussi que vous voteriez pour Roselyne. Constituer un gouvernement. Bon, j'ai une question encore pour vous, Manuel Bompard, d'Emmanuel, qui vous demande comment peut-on demander la destitution du président en imaginant que Mélenchon pourrait le remplacer alors qu'il est la personnalité politique la plus détestée de France. Oui, bon ça, alors j'entends ces arguments. Bon, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, quand vous faites des sondages d'opinion à gauche, vous pouvez décider que c'est bien ou que c'est pas bien, mais c'est comme ça. C'est Jean-Luc Mélenchon qui apparaît très largement comme étant la personnalité. Les socialistes n'en veulent pas, Jean-Luc Mélenchon. Non, mais là, vous dites à gauche, chez les Insoumis, oui, mais pas chez les socialistes. Pour l'instant, c'est pas ça. La question que vous m'avez posée, c'est de savoir pourquoi je considère que Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui la personne la mieux placée à gauche pour pouvoir gagner l'élection présidentielle. Je précisais juste chez les Insoumis, vous avez parlé de la gauche, mais c'est chez les Insoumis. Les socialistes, c'est pas la personne. Votre question initiale, c'était de me poser la question de savoir pourquoi je considérais que Jean-Luc Mélenchon était la personne la mieux placée. Donc je vous ai répondu. Maintenant que vous me disiez qu'il y a des gens au Parti socialiste qui ne veulent pas de Jean-Luc Mélenchon comme candidat à l'élection présidentielle, ça ne m'a pas totalement échappé. Mais encore une fois, c'était déjà le cas en 2022. Et j'observe que par contre, les électrices et les électeurs socialistes ont plutôt assez largement voulu de Jean-Luc Mélenchon à l'époque, puisque le score qu'a réalisé la candidate officielle du Parti socialiste était très faible. Donc c'est bien la preuve. Le sujet, c'est pas de savoir si un tel ou un tel en veut ou pas. La question est de savoir si oui ou non une candidature qui serait portée aujourd'hui dans une élection présidentielle anticipée est en mesure de pouvoir transformer le pays, parce que c'est quand même encore une fois la question qui nous est posée. J'entends que vous puissiez imaginer des tactiques, des manœuvres, etc. Moi, la seule question que je pose à la fin, c'est comment on permet à ce pays de sortir de la situation de blocage dans laquelle le président de la République l'a mis, avec des propositions que je mets sur la table. Peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec, sans aucun doute, c'est la démocratie. Mais c'est pour ça qu'à la fin, je pense que c'est au peuple de trancher. Yves. Mais est-ce que vous avez songé déjà aux alliés que vous pourriez avoir? Parce qu'avec le Parti socialiste, c'est quand même assez compliqué. Si un jour, vous étiez... si M. Mélenchon était président de la République. Bah, je pense que on a réussi quand même Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous n'auriez pas de majorité à l'Assemblée nationale en disant que on retrouverait finalement une assemblée aussi éclatée qu'aujourd'hui. Si, ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est que si M. Macron, là, dans la situation d'explosion en 3 blocs de l'Assemblée nationale, nommait une première ministre issue du nouveau Front populaire, je dis qu'on se heurterait sans aucun doute, je ne vais pas raconter d'histoire, aux mêmes difficultés que des premiers ministres issus des autres blocs politiques. Je veux dire, je pense que ça, c'est une vérité. Et dans le cas où M. Mélenchon serait président de la République, ça serait pareil? Mais non, je ne crois pas. Je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je pense que dans ce cas-là, on aurait la possibilité d'abord d'organiser et de permettre de composer une nouvelle assemblée. Ah oui, à la proportionnelle. Et ensuite, dans cette assemblée, nous avons quand même été en capacité de présenter des candidatures communes à gauche dans toutes les circonscriptions du pays à la dernière élection législative. On a été capable de se mettre d'accord sur une proposition et sur un programme commun. Donc ça veut dire qu'on est en mesure de
pouvoir gouverner ensemble. Donc les alliés, vous me posez la question des alliés, je pense que ceux avec qui on a présenté des candidatures communes aux dernières élections législatives seraient aussi assez naturellement des alliés pour gouverner. Avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Bah ça, c'est les Françaises et les Français qui le décident. Monsieur Tréhard, moi, j'ai pas de boule de cristal. Mais en tout cas, à partir du moment où nous remporterions, puisque c'est l'hypothèse sur laquelle vous voulez que je travaille, l'élection présidentielle, alors oui, j'appellerai les Françaises et les Français à nous donner une majorité absolue. Je crains que votre cri ne soit pas entendu. Et vous feriez... Mais ça, vous savez, Madame Bachelot, ça fait bien longtemps que ce ne sont pas les journalistes sur les plateaux de télévision qui décident à la place des Français. Vous feriez une constituante. J'ai 40 ans de vie politique au compteur. Vous le savez comme moi. Hein, vous feriez une constituante comme vous l'avez promis souvent. Je pense qu'effectivement, la situation, un des éléments aussi de la situation que l'on vit, de mon point de vue, c'est l'impasse, la fin de la Ve République, je le pense. Parce qu'elle a démontré que vous avez aujourd'hui un président de la République qui a des pouvoirs exorbitants et qui ne rend compte à personne. Donc M. Mélenchon aurait moins de pouvoir. Je pense que Jean-Luc Mélenchon l'a déjà dit, il l'a dit à chacune de ses élections présidentielles, il prendrait la clé de l'Élysée, il la jetterait à la Seine et on ferait une 6e République qui soit une république parlementaire où il y aurait davantage de pouvoir qui serait donné aux représentants du peuple et moins de pouvoir pour le président de la République, le dernier président de la Ve République. Merci beaucoup Manuel Bompard d'avoir été notre invité ce soir. Juste une dernière question. Censure mercredi, très probablement, sauf coup de théâtre. Jeudi matin, le gouvernement Barnier chute. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous mettez autour de la table avec toutes les composantes du NFP? Est-ce que vous vous mettez autour de la table en disant, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on propose une autre candidature que Lucie Castet? Ou vous dites, nous, de toute façon, à LFI, ce sera Lucie Castet, point barre. On ne rouvre pas les négociations avec les socialistes. C'est Lucie Castet. Mais si vous me posez la question de ce que je ferai jeudi, je serai aux côtés des fonctionnaires, puisque ça sera une journée de grève et de manifestation des fonctionnaires. Et je profite de ce micro pour les appeler toutes et tous à se mobiliser. Parce que la situation de blocage politique que l'on connaît, elle se déverrouillera pas que par la voie institutionnelle, mais aussi par la mobilisation populaire.